Je n'aurais jamais cru que l'amour d'une mère puisse un jour se retourner contre elle-même. Pendant des années, j'ai cru que donner, c'était aimer. J'ai travaillé, économisé, renoncé, tout ça pour elle. Ma fille, mon unique raison de vivre. Je me disais, si un jour je venais à manquer, au moins elle se souviendrait de tout ce que j'ai fait pour elle. Mais ce jour-là, quand je l'ai entendu dire, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, maman, c'est de mourir. J'ai compris que tout ce que j'avais construit n'était qu'un mensonge. Un mensonge tissé d'amour aveugle, de sacrifices inutiles et de confiance mal placée. Je me souviens du silence. Qui a suivi? Il n'y avait plus de mère, il n'y avait plus d'enfants. Seulement 2 étrangères, séparées par des années de non-dits et d'attentes jamais comblées. Ce jour-là, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti. Quelque chose se brisait en moi, la dernière pièce de mon cœur, celle qui croyait encore qu'aimer suffisait pour être aimé en retour. Je ne savais pas encore que cette rupture allait tout changer, parce qu'en coupant, l'argent, j'allais aussi y couper les chaînes invisibles qui m'emprisonnaient depuis des années. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre comment une mère peut finir par devenir l'ennemi de sa propre fille. Je m'étais levée tôt ce matin-là, persuadée que ce serait un jour heureux. J'avais tout prévu, chaque détail, chaque geste. Le gâteau au chocolat commandé chez la pâtissière du quartier, les fleurs soigneusement emballées dans du papier nacré, la carte écrite de ma main tremblante. C'était l'anniversaire de ma fille, et même si elle avait 36 ans, pour moi, elle restait la petite fille aux tresses mal faites qui courait vers moi après l'école en criant « Maman ». Je voulais revoir ce regard-là, ne serait-ce qu'une seconde. Devant sa maison, le vent soufflait doucement. J'ai hésité un instant avant de sonner, consciente que, depuis quelques années, chaque visite semblait déranger plus qu'elle ne faisait plaisir. Quand la porte s'est ouverte, j'ai compris que j'avais eu raison de craindre ce moment. Son visage n'avait rien d'accueillant. Son regard glissa sur moi sans chaleur, comme sur un objet dont elle voulait se débarrasser. Elle soupira, comme si ma présence était une erreur. « Ah !» C'est toi. Sa voix tranchait, sèche, distante. J'ai tenté de sourire, j'ai tendu le gâteau. Elle ne l'a même pas regardé. Entre, on doit parler. J'ai franchi le seuil, le cœur lourd sans savoir pourquoi. Dans le salon, tout respirait la réussite. Le canapé neuf, les murs peints récemment, les cadres de famille parfaitement alignés. Chaque détail criait le confort d'une vie que j'avais aidé à construire. J'ai pris place sur le fauteuil, les mains jointes sur mes genoux. Elle s'est assise face à moi, les bras croisés, le visage fermé. Son mari n'était pas là, les enfants non plus. Un silence glacial s'est installé. Elle m'observait comme on examine un dossier. « Maman, il faut qu'on soit honnêtes toutes les deux. » Mon cœur s'est serré. J'ai pensé à 1000 choses, une dispute, un malentendu, peut être une fatigue passagère. « Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Ses yeux n'ont pas bougé. Elle a pris une grande inspiration, puis a prononcé la phrase qui allait me hanter. « Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, maman, c'est de mourir. » J'ai cru ne pas avoir entendu. Mon corps s'est figé, mon souffle coupé. J'ai cherché une trace d'ironie, un sourire, une excuse. Rien. Son visage restait de marbre, froid, implacable. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle haussa les épaules. « Tu as très bien entendu. Je veux que tu meures. Je veux que tu disparaisses de ma vie. » J'ai senti mes mains tremblaient. 40 ans de sacrifices venaient de s'effondrer en une seconde. Je pensais à toutes les nuits de travail, aux économies données, aux dettes payées, aux sourires forcés. Tout cela balayé d'un mot. Elle continua. Impitoyable, tu t'imposes partout, tu appelles sans arrêt, tu veux exister dans ma vie comme si j'étais encore ton enfant, je veux respirer sans toi. Je ne parlais plus, les mots n'existaient plus. Dans ma tête, il n'y avait qu'un vide sonore. Le gâteau reposait sur la table, ridicule, témoin muet de mon humiliation. J'ai voulu me lever, mais mes jambes refusaient d'obéir. J'ai murmuré « Je suis ta mère ». Elle m'a regardé avec un dédain tranquille. Justement, c'est bien ça le problème. Sa voix s'est adoucie, mais chaque syllabe blessait. Tu as toujours tout contrôlé, tout décidé. Tu m'as étouffé avec ton amour. Maintenant, j'ai besoin que tu partes, définitivement. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis avant de comprendre que cette conversation ne changerait rien. Elle n'attendait ni excuse, ni discussion. Elle voulait ma disparition. Quand je me suis levée, j'ai senti ma poitrine brûler, comme si quelque chose s'arrachait de moi. J'ai déposé le gâteau sur la table sans un mot. Mes doigts touchaient encore le carton, et j'ai senti mes larmes tomber dessus. Joyeux anniversaire, Rebecca. C'est tout ce que j'ai pu dire. Elle ne répondit pas. Je suis sortie sans me retourner. Dehors, le vent s'était levé. J'ai marché sans savoir où aller, les pas lourds, la tête vide. Chaque maison que je croisais me semblait étrangère. À cet instant, je ne savais pas encore que ma fille venait de me tuer autrement. Pas par la mort, mais par le rejet. En rentrant chez moi ce soir-là, j'avais l'impression de flotter entre deux mondes. La rue me paraissait étrangère, les visages flous, les sons lointains. Tout semblait à la fois trop calme et trop bruyant. J'ai refermé la porte derrière moi, comme on claque une époque. Le silence de l'appartement m'a frappé en plein cœur.
Sur la table, les restes du petit déjeuner m'attendaient encore, un café froid, une assiette vide. Je me suis assise, incapable d'enlever mon manteau. Mes mains tremblaient légèrement et mon souffle se faisait court, irrégulier, comme si mon propre corps ne voulait plus m'appartenir. Je ne comprenais pas encore vraiment ce qui venait de se passer. Les mots de ma fille tournaient dans ma tête, se répétaient sans fin, comme une chanson cruelle. Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est de mourir. Je les entendais avec la même précision qu'au moment où elle les avait prononcés. Sa voix n'avait pas tremblé, pas une ombre de regret, rien. J'ai regardé autour de moi et j'ai eu honte de tout. Honte d'avoir espéré, honte d'avoir préparé ce gâteau ridicule, honte d'avoir cru qu'on pouvait toujours réparer ce qui est déjà mort. Je me suis levée et j'ai allumé la lumière. Le miroir du couloir m'a renvoyé un visage que je ne reconnaissais plus. Mes cheveux grisonnants mal attachés, mes yeux rougis, ma peau fatiguée par les années. J'ai pensé à tout ce que j'avais donné pour elle. Les nuits blanches, les 2 emplois cumulés, les économies envolées pour payer ses études, ses dettes, ses caprices. J'ai repensé à ce jour où, enceinte, j'avais juré devant Dieu que je ferais tout pour qu'elle ne manque jamais de rien, et j'ai tenu ma promesse. Mais ce soir, en me regardant dans ce miroir, j'ai compris que j'avais oublié une chose essentielle. Moi, je n'avais plus de mari, plus de famille, plus d'amis proches. Tout ce qui me restait, c'était elle, ma fille. Et elle venait de me dire qu'elle voulait que je meure. Ce mot, mourir, n'avait jamais eu autant de poids. Il n'évoquait plus la fin naturelle de la vie, mais un effacement volontaire, une exclusion. Mourir pour elle signifiait « disparaît ». Efface-toi de mon existence. C'était une condamnation silencieuse. Et le pire, c'est qu'une part de moi l'avait presque acceptée. Je me suis mise à marcher dans la pièce, incapable de rester assise. Chaque objet me ramenait à elle. Ce vase que je lui avais offert à Noël, cette couverture tricotée pour sa première grossesse, ces cadres où nos sourires semblaient encore sincères. Tout cela me paraissait mensonger, creux, comme un décor qu'on laisse après une pièce de théâtre. J'ai pris une photo, celle de son mariage. Elle souriait, radieuse, sa main posée sur celle de son mari. J'étais derrière elle, fière, naïve, croyant que ce jour-là marquait le début de sa vie d'adulte équilibrée. Je ne savais pas encore que ce serait le début de mon effacement. La colère est montée doucement, sans éclat, comme une marée qui s'installe. Une colère froide, presque propre. Ce n'était pas la rage contre elle, c'était contre moi-même. Comment avais-je pu laisser les choses aller si loin? J'avais confondu amour et dépendance, générosité et sacrifice. J'avais cru qu'en donnant tout, j'étais une bonne mère. En réalité, je m'étais rendue indispensable pour ne pas être oubliée. Et aujourd'hui, elle me jetait comme on se débarrasse d'un vieil objet devenu inutile. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. La nuit tombait sur la ville. Les lumières des appartements s'allumaient une à une. J'ai observé les silhouettes à travers les rideaux, ces familles réunies, ces rires lointains. Et moi, seule dans cette pièce vide, j'ai compris que quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans l'attente d'un appel, d'un merci, d'un regard. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert nos conversations. Des centaines de messages, demandes d'argent, reproches déguisés, silence entre 2 transferts bancaires. Pas une trace d'amour, pas une question sur moi. J'ai tout relu, ligne après ligne, jusqu'à sentir une forme de nausée. Je n'ai pas pleuré, j'ai simplement éteint l'écran, puis j'ai posé le téléphone sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré profondément. Une respiration douloureuse, mais réelle. J'ai compris que je venais d'atteindre le fond et qu'à partir de là, je ne pouvais que remonter. Les jours suivants furent étranges. Je me levais tôt, sans raison, je faisais du café que je ne buvais pas, j'écoutais les bruits du matin sans savoir quoi faire d'eux. J'étais comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque geste semblait inutile, chaque son me rappelait son absence. Pourtant, au fond de ce vide, une idée commençait à germer. Pas une vengeance, pas encore une décision, juste une intuition. Il fallait que je m'efface pour de vrai, mais à ma manière. J'ai sorti mes vieux dossiers, mes carnets de dépenses, les relevés bancaires, des chiffres partout, des années d'aides, de prêts jamais remboursés, de cadeaux, de loyers payés, de crédits épongés. En additionnant tout, j'ai eu le vertige. Cette somme, c'était ma vie entière. Je l'avais donnée sans réfléchir, parce que c'était ma fille. Et à force de donner, je m'étais appauvrie jusqu'à disparaître. Pas seulement financièrement, mais moralement. Le soir, j'ai préparé un repas simple, du riz et un peu de légumes. En mangeant seule, j'ai repensé à toutes ces fois où je l'avais invitée à dîner, où elle avait trouvé une excuse pour ne pas venir. Elle disait toujours être trop fatiguée, trop occupée. En réalité, elle ne voulait plus de ces moments où je lui rappelais d'où elle venait. Ce soir-là, j'ai arrêté de chercher des excuses à sa froideur. Elle n'était plus ma petite fille. Elle était devenue une femme qui me méprisait. Je me suis levée, j'ai pris une feuille blanche et un stylo. J'ai écrit une seule phrase. À partir de demain, plus rien. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse envers moi-même. J'ai décidé de couper tout ce qui me liait à elle, tout ce qui faisait de moi son refuge permanent. Pas un centime de plus, pas une aide, pas un appel. Rien. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, presque lourd. Le matin, je me suis réveillée avec une sensation nouvelle.
la légèreté. Une légèreté inquiétante, presque coupable, mais réelle. J'ai préparé du café, j'ai ouvert la fenêtre, et pour la première fois depuis des mois, j'ai écouté le silence sans en avoir peur. Je savais que cette décision allait déclencher une tempête. Je savais qu'elle m'appellerait, qu'elle crierait, qu'elle m'accuserait de trahison. Mais j'étais prête, parce qu'au fond, c'était pas moi qui rompais le lien. C'était elle, ce jour où elle m'avait dit qu'elle voulait que je meure. Moi, je ne faisais que prendre acte. En fin de matinée, j'ai appelé la banque. J'ai parlé calmement, demandé à clôturer les transferts automatiques, à sécuriser mes comptes. La conseillère a demandé si j'étais sûre. J'ai répondu oui, sans hésitation. En raccrochant, j'ai senti un poids quitter mes épaules. J'étais encore triste, bien sûr, mais ce n'était plus la même douleur. Ce n'était plus celle de la dépendance, mais celle de la libération. Je me suis regardée dans le miroir une dernière fois. Mon visage n'avait pas changé, mais quelque chose dans mes yeux s'était rallumé. Une flamme discrète, timide, mais vivante. Celle d'une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, choisissait elle-même sa survie. Les jours suivants, tout s'est enchaîné comme une mécanique bien huilée. Je n'ai rien dit à personne. Je me suis levée chaque matin avec la même discipline, comme si je suivais un plan secret. Il n'y avait plus de gestes d'amour à prévoir, plus d'attente, plus de supplications. J'avais simplement décidé d'effacer ma présence. Lentement, proprement, j'ai commencé par ranger mes papiers. Des classeurs entiers remplis de reçus, de preuves de virement, de contrats signés à son nom. Chaque feuille était un fragment de ma vie donnée, un souvenir de trop. J'ai tout classé par année, méthodiquement, comme si je préparais le dossier d'un procès dont j'étais à la fois la victime et le juge. Je me suis rendue à la banque. Un matin gris, la salle d'attente sentait le café froid et le désinfectant. Une jeune employée m'a reçue, polie, distante. Je lui ai expliqué que je voulais fermer plusieurs comptes, annuler certains transferts. Elle a tapé sur son clavier, m'a demandé pourquoi. Je lui ai simplement répondu « Je reprends ce qui me reste ». Elle a hoché la tête sans comprendre. Pendant qu'elle imprimait les documents, j'ai observé mes mains. Elles tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais d'une étrange excitation. J'étais en train de récupérer quelque chose qu'on m'avait volé depuis longtemps. Le contrôle. Le bruit du tampon sur le papier m'a semblé solennel. Chaque signature, chaque paraphe, c'était un acte de délivrance. Quand elle m'a tendu le reçu final, j'ai ressenti un soulagement physique, presque douloureux. En sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel gris. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que l'air m'appartenait à nouveau. De retour à la maison, j'ai rangé soigneusement les documents dans une boîte en métal. Dessus, j'ai écrit au marqueur à ne rouvrir qu'en cas d'oubli. Ce n'était pas une menace, c'était un rappel. J'avais besoin de me souvenir de ce que j'avais enduré, au cas où la culpabilité reviendrait frapper. Parce qu'elle reviendrait, je le savais. La culpabilité est un poison lent, surtout pour une mère. Le 3e jour, son appel est arrivé. Je l'attendais. Mon téléphone vibrait sur la table, obstiné, jusqu'à ce que j'appuie sur répondre. Sa voix était tendue, agressive. « Maman, la banque vient de m'appeler. Tu peux m'expliquer ce que t'as fait ?» J'ai fermé les yeux. Ce maman sonnait faux, mécanique. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. » Elle s'est tue, surprise. « Qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai pris une inspiration lente. « Tu m'as dit que le plus beau cadeau que je pouvais te faire, c'était de disparaître. » C'est ce que je fais. Un silence lourd s'est installé. Je pouvais presque entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil. Tu dramatises, comme toujours. C'était une expression, une façon de parler. Sa voix montait, nerveuse. Je suis restée calme. Non, Rebecca. Les mots ont un poids. Tu as choisi les tiens. Moi aussi, je choisis maintenant. Elle a éclaté. Tu veux me punir, c'est ça? Tu veux me faire culpabiliser? J'ai souri sans m'en rendre compte. Non, je veux me reposer. Et j'ai raccroché. Je n'ai pas attendu qu'elle rappelle, j'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai glissé dans un tiroir. La maison est redevenue muette. Ce silence, que je redoutais autrefois, me paraissait maintenant doux, presque protecteur. J'ai ouvert les fenêtres, l'air frais s'est engouffré, emportant avec lui quelque chose d'ancien, d'inutile. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. J'apprenais à vivre sans ces messages, sans ces plaintes, sans ces besoins constants. Au début, j'éprouvais une sorte de vide, une absence qui me rongeait doucement. Puis ce vide s'est transformé en espace. Un espace que je pouvais enfin remplir autrement, avec moi. J'ai recommencé à marcher le matin, à lire, à cuisiner, pour le simple plaisir des odeurs et des couleurs. J'ai ressorti un vieux cahier où j'avais l'habitude d'écrire avant sa naissance. Les premières lignes étaient maladroites, mais elles m'ont redonné une voix. Pendant ce temps, Rebecca multipliait les tentatives. Des appels, des messages, des reproches. Elle oscillait entre colère et supplication. Tu veux vraiment me laisser tomber? Tu vas me mettre dans la merde? Tu n'es plus ma mère? Chaque mot aurait autrefois transpercé mon cœur. Aujourd'hui, il glissait. J'avais enfin compris que l'amour ne doit pas être un chantage. Un matin, elle est venue frapper à ma porte. Ses coups résonnaient comme une menace. J'ai hésité à ouvrir, puis je me suis ravisée. À quoi bon? J'ai attendu qu'elle parte. Par la fenêtre, je l'ai vue s'éloigner, furieuse, son téléphone à la main. Je savais qu'elle allait me peindre en monstre auprès de tous. Cela n'avait plus d'importance. J'ai continué ma routine. Chaque geste devenait un acte d'affirmation. Je rangeais, je triais, je respirais.
j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes papiers de succession. Pas par désespoir, mais par lucidité. Je voulais que tout soit clair, net, sans appel. J'ai consulté un avocat, un vieil ami de mon mari. Il m'a reçu avec douceur, sans poser de questions inutiles. Quand je lui ai expliqué ma décision, il a simplement dit « Vous protégez votre paix ». Cette phrase m'a apaisée. Nous avons rédigé les documents ensemble. Je voulais que tout ce que je possédais soit réparti différemment. Pas pour la priver, mais pour qu'elle comprenne. J'ai choisi de léguer une partie à mes petits-enfants, sous condition qu'ils étudient. Le reste irait à une fondation locale. En sortant du cabinet, j'ai senti une fierté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les semaines passaient. Le monde extérieur continuait, indifférent à ma révolution intérieure. Parfois, la solitude me pesait, mais elle ne me faisait plus peur. Elle était à moi. Le soir, j'écoutais le tic-tac de l'horloge, un son que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il me rappelait que le temps, lui, ne trahit jamais. Il avance, implacable, mais juste. Un dimanche, j'ai reçu une lettre manuscrite, l'écriture nerveuse de ma fille. Elle disait « Tu es cruel, tu m'abandonnes alors que j'ai besoin de toi. Si papa était là, il aurait honte. » J'ai relu la phrase plusieurs fois, puis je l'ai déchirée en petits morceaux. Elle utilisait encore les fantômes du passé pour me ramener, mais j'avais appris à ne plus répondre à l'appel des morts. Je n'avais plus envie de justifier ma paix. Ce que je le faisais par nécessité, pas par vengeance. Je n'avais plus besoin qu'elle comprenne. C'était là ma victoire. L'amour ne me rendait plus esclave. Un soir, alors que je rangeais mes armoires, j'ai retrouvé une vieille boîte remplie de dessins qu'elle avait fait enfant. Des soleils maladroits, des cœurs, des « je t'aime maman » colorés. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je ne les ai pas retenus. J'ai compris que l'amour d'une mère ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme. Il se transforme en sagesse, en silence, en force. J'ai glissé un dessin dans mon journal, celui où elle nous avait dessiné main dans la main. J'ai écrit dessous « Je t'aime toujours, mais différemment ». Ce soir-là, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre, j'ai vu le soleil se lever derrière les immeubles. La lumière dorée baignait la pièce. Ce simple spectacle m'a paru miraculeux. J'ai compris que la vie, même réduite à l'essentiel, restait belle quand on cessait de la vivre à travers les autres. Ma fille n'avait pas encore compris cela, mais moi oui, et c'est peu, être ça, le vrai début de ma liberté. Les semaines suivantes, j'ai commencé à disparaître doucement, sans bruit, sans explication. J'ai d'abord réduit mes contacts, supprimé mes comptes sur les réseaux, effacé les photos partagées. Je voulais effacer les traces de cette vie que j'avais passée à exister à travers elle. Chaque suppression me faisait un peu de mal, mais aussi du bien. C'était comme enlever une épine profondément enfoncée depuis des années. J'ai vendu quelques meubles, donné des vêtements, rangé les souvenirs dans des cartons. Mon appartement s'est vidé peu à peu, laissant place à un silence neuf, presque apaisant. Je n'en ai parlé à personne, ni à ma voisine, ni à la coiffeuse, qui me demandait toujours des nouvelles de ma fille. J'ai appris à répondre par un simple sourire. Les mots ne servaient plus à rien. Ce qui se passait en moi ne pouvait pas être expliqué, seulement vécu. J'avais compris que le bruit du monde ne fait qu'empêcher d'écouter sa propre vérité. Un matin, j'ai pris le train pour la première fois depuis des années. J'avais choisi une petite ville de bord de mer, à plusieurs heures de route. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais j'avais besoin de voir l'horizon. J'avais besoin de quelque chose d'immense devant moi. Quelque chose que ni l'argent ni la rancune ne pouvaient atteindre. Le voyage fut long, mais étrangement paisible. À travers la vitre, le paysage défilait comme un film muet. Les champs, les collines, les maisons isolées. J'avais l'impression de revoir ma vie. Belle de loin, mais déformée par le mouvement. Quand je suis arrivée, l'air sentait le sel et le vent. J'ai marché longtemps, ma valise à la main, jusqu'à une petite maison en bordure du port. Les murs étaient un peu abîmés, la peinture s'écaillait, mais la lumière y entrait généreusement. Le propriétaire, un vieil homme, au regard doux, m'a tendu les clés sans poser de questions. « C'est calme ici, madame. On n'entend que la mer. » J'ai répondu. C'est exactement ce que je cherche. Les premiers jours furent silencieux, presque irréels. J'apprenais à vivre lentement. Le matin, je préparais du thé, j'ouvrais les fenêtres, j'écoutais le vent frapper contre les volets. La solitude avait un goût nouveau, moins amer. C'était une solitude choisie, apprivoisée. Parfois, j'écrivais quelques lignes dans mon carnet. Pas sur elle, pas sur le passé. Sur la lumière, les vagues, les bruits du port, des choses simples mais vraies. J'ai rencontré peu de monde, une boulangère souriante, un pêcheur bavard, une vieille femme qui promenait son chien chaque soir à la même heure. Ils ne savaient rien de moi, et cela me convenait. Je n'étais plus la mère de Rebecca. J'étais simplement une femme parmi d'autres, une silhouette anonyme au milieu du vent et du sel. Cette sensation m'a fait un bien immense. Pourtant, certaines nuits, les souvenirs revenaient. Sa voix, ses colères, ses demandes. Je me réveillais en sursaut, persuadée d'entendre mon téléphone sonner, mais il restait muet. Alors, pour ne pas sombrer dans le vide,
J'ai commencé à écrire une lettre. Pas une lettre de pardon, pas non plus une lettre d'adieu, une lettre de vérité. J'y ai mis tout ce que je n'avais jamais osé dire. Les phrases se formaient naturellement, claires, précises, sans amertume. Je lui ai raconté les sacrifices, les silences, les humiliations. Je lui ai expliqué que donner ne veut pas dire s'effacer, que l'amour ne doit pas être une dette. Je lui ai dit qu'à force de la sauver, je m'étais noyée et qu'aujourd'hui je choisis de nager seule. À la fin, j'ai écrit « Je t'aime encore, mais je me choisis enfin ». Puis j'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans une enveloppe sans adresse. Elle n'était pas destinée à être envoyée. Elle était destinée à être écrite. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inconnu. Une voix froide m'a demandé si j'étais bien Madame Laurent. C'était la banque. Ma fille avait tenté de réactiver les virements, la conseillère voulait une confirmation de ma part. J'ai répondu calmement « Non, tout reste comme je l'ai décidé, rien ne change ». Elle a noté, puis raccroché. Ce soir-là, j'ai compris que ma disparition commençait à être réelle. Rebecca n'avait plus aucun moyen de me contrôler. C'était un constat cruel pour elle, mais une renaissance pour moi. J'étais devenue un fantôme vivant, invisible à ses yeux, mais libre pour la première fois. Ce rôle me convenait, il me protégeait. Les jours suivants, j'ai pris l'habitude de marcher le long de la plage. Le sable humide sous mes pieds, les cris des mouettes, l'odeur du sel, tout semblait me purifier. Je repensais souvent à ma vie passée, non pas avec regret, mais avec une forme de tendresse distante. J'avais aimé, j'avais tout donné, et même si cela m'avait détruite, cet amour m'avait façonnée. Aujourd'hui, je le regardais avec gratitude, comme on regarde une cicatrice ancienne. Un soir, j'ai croisé un vieil homme assis sur un banc, face à la mer. Il m'a salué d'un signe de tête. Nous avons parlé un peu. Il s'appelait André, ancien professeur à la retraite. Il venait là tous les soirs, disait-il, pour écouter le bruit des vagues. Le silence, c'est un bon professeur, m'a-t-il confié. Cette phrase m'a touchée. Nous nous sommes revus souvent, sans chercher à trop en dire. Parfois, il me racontait sa vie. Parfois, je l'écoutais simplement respirer. C'était apaisant. Un matin, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit une nouvelle phrase. Je ne suis plus en fuite, je me trouve. Ce jour-là, j'ai su que le plus dur était derrière moi. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que quelque chose restait inachevé. Pas la douleur, pas la colère, quelque chose de plus profond, la vérité. Rebecca ne comprenait toujours pas pourquoi j'étais partie. Elle devait le savoir, non pas pour moi, mais pour elle. J'ai donc décidé d'envoyer une lettre, pas celle que j'avais écrite pour moi, mais une nouvelle, claire et froide. Elle ne contenait ni reproches, ni émotions, seulement les faits. Les montants des aides, les dates, les preuves. Je voulais qu'elle voie noir sur blanc l'étendue de ma dévotion. Pas pour la culpabiliser, mais pour la confronter à la réalité. Quand j'ai glissé la lettre dans la boîte aux lettres, j'ai ressenti un étrange mélange de paix et de tristesse. C'était un adieu silencieux, mais définitif. Les jours ont passé, aucun signe d'elle, pas d'appel, pas de message. J'ai compris qu'elle devait digérer, peu être niée, peu être accusée. C'était son chemin, plus le mien. Un matin, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, un cadre photo. Une image de nous deux, prise des années plus tôt. J'y étais souriante elle aussi. Aucun mot, aucune lettre, juste cette photo. J'ai posé le cadre sur la table. Je ne savais pas si c'était un message de regret ou de nostalgie, mais peu importait. J'ai simplement murmuré « c'est bien ». Ma vie avait retrouvé une forme d'équilibre. Les jours se ressemblaient, simples et calmes. Je faisais le marché, je lisais, j'écrivais. J'avais appris à savourer la lenteur. Certains soirs, je pensais à elle, mais la douleur ne revenait plus. Elle s'était transformée en une tendresse lointaine, comme un souvenir qui ne blesse plus. Je n'étais plus la mère désespérée, ni la victime silencieuse. J'étais devenue une femme debout, anonyme, tranquille. Un fantôme vivant, oui, mais un fantôme libre. Quand Rebecca reçut la lettre, elle mit plusieurs jours avant de l'ouvrir. Elle la regardait chaque matin sur la table de la cuisine, comme un objet dangereux. Elle savait que l'intérieur contenait quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Elle n'avait plus de nouvelles de moi depuis des mois. Pas d'appel, pas de message, rien. Le silence, après tant d'années de dépendance, lui pesait comme un fardeau invisible. Au début, elle avait cru que c'était une comédie, un caprice. Puis, peu à peu, elle avait compris que je ne jouais plus. Ce matin-là, elle déchira l'enveloppe d'un geste brusque. Les pages s'étalèrent sur la table. Son regard parcourut les chiffres, les dates, les sommes. Tout y était. Chaque virement, chaque aide, chaque dette effacée. L'argent que j'avais donné, parfois en silence, parfois avec espoir. Et au milieu de tout cela, quelques lignes écrites à la main, tu m'as demandé de disparaître. J'obéis, mais à ma manière. Je te laisse tout ce que tu n'as jamais voulu voir, la vérité. Elle lut la phrase plusieurs fois. Ses mains tremblaient, son souffle s'accélérait. Elle sentit la honte monter lentement, une chaleur acide qui lui brûlait la gorge. Ce qu'elle tenait entre ses doigts n'était pas une lettre, c'était un miroir. Et dans ce miroir, elle ne se reconnut pas. Les souvenirs affluèrent sans prévenir. Les soirs où je l'attendais avec un repas chaud qu'elle refusait, les appels qu'elle ignorait, les demandes d'argent suivies de silence. Chaque scène lui revenait avec une netteté douloureuse. Pour la première fois, elle vit ce que j'avais enduré,
ce qu'elle avait pris sans jamais rendre. Une phrase de son enfance lui revint. « Un jour, maman, je te rembourserai tout. » Ce jour n'était jamais venu. Elle se leva brusquement, tourna en rond, incapable de rester en place. L'appartement lui parut soudain trop grand, trop froid. Elle chercha son téléphone par réflexe, mais il n'y avait rien à composer. Elle n'avait plus mon numéro. Je l'avais changé. Elle resta un moment figée, le regard perdu dans le vide, puis elle se mit à pleurer. Pas ces larmes qu'on verse pour se soulager, mais celles qui lavent la conscience. Pendant ce temps, moi, je vivais mes journées dans la lumière dorée du port. Je me levais tôt, je marchais, je cuisinais. Chaque geste avait retrouvé sa valeur. J'avais cessé de mesurer ma vie à travers la reconnaissance des autres. Je m'étais choisie, simplement. J'avais cessé d'attendre. Je savais qu'un jour, elle comprendrait. Pas tout, mais l'essentiel. L'amour vrai ne cherche pas à être aimé en retour. Un après-midi, alors que je revenais du marché, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une seule phrase. « Je t'ai fait du mal. Je comprends maintenant. » Je l'ai lue sans pleurer. Je l'ai posée sur la table, puis je suis allée préparer du thé. Ces mots, je ne les attendais plus. Ils n'étaient pas une réconciliation, mais un signe. Et parfois, un signe suffit. Je me suis assise face à la mer. Le ciel était clair, les vagues tranquilles. J'ai repensé à ma vie entière comme on feuillette un vieux livre. Il y avait des chapitres douloureux, d'autres lumineux, mais tous avaient mené ici, à cet instant. J'avais survécu à l'amour, à la honte, à la solitude, et dans ce silence immense, je me sentais enfin vivante. Rebecca, elle, traversait l'inverse. Elle découvrait le vide. Ce vide que j'avais habité pendant tant d'années sans qu'elle le voie. Elle tenta de m'appeler à plusieurs reprises. En vain. Elle écrivit, sans réponse. Les semaines passèrent, et elle comprit que j'avais vraiment disparu. Pas morte, non. Effacée du monde qu'elle contrôlait. C'était ma victoire silencieuse. Lui apprendre que l'amour n'existe pas sous la contrainte. Un soir, elle alla voir son fils. Il avait 6 ans, grand, réservé, observateur. Elle lui parla de moi pour la première fois depuis longtemps. « Ta grand-mère a coupé les ponts », dit-elle simplement. Il resta silencieux, puis demanda « Pourquoi ?» Elle ne sut quoi répondre. Elle réalisa qu'elle ne connaissait plus la femme que j'étais devenue. Ce soir-là, en rentrant, elle prit la photo encadrée que je lui avais donnée il y a des années. Nous y rions toutes les deux. Elle la regarda longuement, puis murmura « Je n'ai jamais su t'aimer comme il fallait ». Ces mots, personne ne les entendit, mais ils étaient vrais. De mon côté, je continuais d'écrire. Pas des lettres, pas des plaintes, des histoires. Sur la mer, sur les gens du port, sur les vies qu'on reconstruit en silence. L'écriture était devenue mon souffle. Chaque phrase effaçait un peu du poids ancien. J'avais cessé d'attendre le pardon, j'avais trouvé la paix. Un matin, j'ai vu une jeune femme arriver au marché. Ses traits m'ont rappelé ceux de Rebecca. Pendant un instant, mon cœur s'est serré. Mais ce n'était pas elle, et c'était mieux ainsi. Je n'avais plus besoin de revoir le passé. Ce que je lui avais donné, même à travers la douleur, resterait en elle. Les mères ne disparaissent jamais vraiment. Elles vivent dans les silences, dans les gestes, dans la mémoire de ceux qu'elles ont aimés, même sans retour. Le soir, je me suis promenée sur la plage. Le vent était doux, la lumière tombait lentement. J'ai pensé à elle non plus avec amertume, mais avec reconnaissance. Si elle ne m'avait pas blessée, je n'aurais jamais su qui j'étais vraiment. C'est étrange à dire, mais parfois, la douleur est la seule porte vers la liberté. Rebecca mit longtemps à comprendre cela. Les mois passèrent, et sa colère s'éteignit d'elle-même. Elle commença à revoir sa vie différemment, ses échecs, ses exigences, ses blessures d'enfant. Elle réalisa qu'elle avait aimé comme on exige, pas comme on offre. Et peu à peu, la honte se transforma en volonté. Elle décida de changer non pas pour moi, mais pour elle-même. Elle reprit son travail, s'occupa davantage de son fils, apprit à ne plus tout attendre des autres. Parfois, le soir, elle écrivait dans un carnet, comme pour me parler en silence. Elle n'espérait plus de réponse, seulement un écho. C'était peu, être ça, la réparation. Apprendre à parler dans le vide sans qu'il fasse mal. Des années plus tard, elle reçut une dernière lettre. Elle venait d'un notaire. J'étais morte, paisiblement, dans ma maison au bord de la mer. Rien de tragique, rien de romanesque. Une fin simple, à mon image. Dans cette lettre, je lui avais laissé un petit carnet. À l'intérieur, quelques mots. Quand tu liras ceci, sache que je ne t'en veux plus. L'amour ne se réclame pas, il se cultive. Si tu veux me retrouver, vise mieux que moi. Elle referma le carnet lentement. Il n'y avait pas de larmes cette fois, seulement un silence profond. Elle regarda par la fenêtre, le ciel gris, et murmura « D'accord ». Depuis ce jour, elle se rend chaque année en bord de mer, au même endroit où j'ai vécu mes dernières années. Elle ne parle à personne. Elle s'assoit face à l'eau et reste là, des heures, en silence. Elle dit à son fils que c'est pour respirer. Mais au fond, elle sait que c'est pour écouter. Parce que dans le murmure du vent, dans le mouvement régulier des vagues, elle croit encore entendre ma voix. Et parfois, quand le soleil se couche et que la mer devient d'or, elle sourit. Pas de regret, pas de douleur. Juste cette paix que je cherchais tant et qu'elle a fini par trouver, elle aussi.